Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le cinéma de Daniel Camois. Parcours esthétique et identitaire. Amongo Betty le passant, la trace. Remerciements. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont, à des degrés divers, aidé et soutenu dans l'élaboration de ce livre. Jean-Marie Molo-Olinga, Françoise Guérin et Maurice Canta pour leurs suggestions. L'auteur. Figure 02 des Camois. Produire comment? Pour qui? Pourquoi? Les enjeux sont importants. La première difficulté est de réussir à faire des films susceptibles de reconquérir un public habitué à consommer des spectacles n'offrant le plus souvent qu'un cocktail dévastateur de violence, de pornographie et de dépravation. On a, pour ainsi dire, à sauver de la perdition toute une jeunesse qui a subi un sérieux lavage de cerveau. Daniel Camois. Avant-propos. Mars 2008. Nous échangeons chaleureusement et amicalement à l'entrée du cinéma Théâtre Abia à Yaoundé. Nous venons d'assister à la projection de Massa Assa, le dernier film de Daniel Camois. Certains saluent le génie de l'artiste réalisateur. D'autres font le silence sceptique. Les propos élogieux se mélangent aux critiques. Le débat s'anime. L'interrogation est là, elle est au cœur de toute œuvre artistique. Les amis, universitaires et cinéastes que j'ai invités à cette soirée pour m'aider à comprendre cette dernière trouvaille de Daniel Camois, afin de l'inscrire dans son parcours artistique global, sont unanimes, au terme du riche échange, pour dire qu'un film sera toujours plus que ce qu'on pourra en dire. Les mots évoquent en effet assez difficilement la séquence, le raccord d'un plan récolté sur le vif de l'action, la profondeur de champ. Si une image vaut 1000 mots, ne vaudrait-il pas mieux de temps en temps s'asseoir et poser des questions sur ces images qui en elles-mêmes sont porteuses d'interrogations et de propositions? N'est-il pas normal de susciter des réactions, des sentiments, des verbalisations, des réflexions? Des livres aussi autour des films? De partager et échanger des mots en prolongeant la profondeur de certaines œuvres cinématographiques, dont la durée de vie serait éphémère si les spectateurs et les chercheurs ne s'en appropriaient pas? Il s'agit ici, dans ce modeste ouvrage, de proposer, pour les générations actuelles et à venir, une expédition esthétique dans l'œuvre de Daniel Camois, et une synthèse actualisée des propos autour du cinéaste. Nous avons retrouvé et condensé dans cet ouvrage ses paroles et ses écrits, ainsi que la plupart des textes publiés sur ces films des années 70 à ce jour. Nous avons tenté d'éclairer, de creuser la filmographie de l'artiste sans prétendre aucunement à l'exhaustivité analytique. Esthétiquement et thématiquement, nous avons navigué au fil des films de Daniel Camois pour les comprendre et alimenter la lecture filmique par l'écrit. Nous espérons ainsi susciter un échange nourri entre le livre, les films, le milieu éducatif et le public cinéphile. Cet ouvrage a pour objectif de répondre à quelques questions essentielles, parmi des milliers, dont les suivantes. Si le nom de Camois est connu dans le milieu cinématographique camerounais, africain et international depuis des années, que savons-nous réellement des singularités précises de son œuvre? Quelles démarches esthétiques et identitaires en rejaillissent? Daniel Camois est venu au cinéma tout à fait par hasard. Il a commencé sa carrière comme acteur de théâtre en suivant, dès 1966, une formation de comédien. Il a ensuite joué divers rôles dans plusieurs pièces de théâtre en France, en Belgique, en Italie, en Iran et un peu partout en Afrique. Il s'est accompli en devenant réalisateur et en jouant le principal rôle dans la plupart de ses films. En même temps, il prêtait sa voix pour doubler les films américains. Au-delà des défis relevés par le talentueux cinéaste, qu'a apporté le cinéma de Daniel Camois dans l'imaginaire collectif des Camerounais, des Africains et de la communauté internationale des cinéphiles? Que pouvons-nous toucher, goûter, regarder et sentir dans ces films? Par quels fragments? Quelle écoute? Quel angle? Quel éclairage? Comment recoller les morceaux sans dénaturer l'œuvre originale? Comment relier et intégrer des films qui s'étalent sur une quarantaine d'années dans un continuum d'idées, de déroulement d'une pensée cohérente? Comment capter cette pensée sans prétendre détenir d'illusoires vérités? Tel est le propos de cet ouvrage. Formuler et répondre humblement à quelques interrogations autour du parcours de l'artiste Camois,
en nous défendant d'admirer béatement ou d'attaquer bêtement ces films. Charles Sauté. 1. Le cinéma au Cameroun, naissance et premier pas. Les historiens situent la naissance du cinéma camerounais autour des années 1960 avec la sortie de Point de vue numéro 1 de Urbindia Moukouri. Un peu avant, en 1963, Sita Bella et Jean-Paul Negassa avaient réalisé, avec la collaboration de réalisateurs français, respectivement Tam Tam à Paris et Aventure en France. Ces 3 œuvres ont stimulé d'autres jeunes cinéastes, notamment Thomas Makoulé Zanga et Loïse Lecourt-Nkwa, qui ont à leur tour réalisé une série de courts-métrages entre 1968 et 1972. La trajectoire historique du cinéma camerounais est similaire à celle des autres pays d'Afrique francophone. Création d'actualité, Cameroun Actualité, suivie de la mise en place de la première structure administrative de promotion du cinéma national en 1964. À partir de 1968, ces structures s'étoffent avec la création de la Direction de la cinématographie en 1972 et le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, FODIC, en 1973. Grâce à cet organisme phare, le cinéma camerounais connaît ses heures de gloire. La créativité est en verve, la production est soutenue, les sorties sont régulières. Le prix de la liberté 1978 de Dikong Pipa, Notre fille 1980 de Daniel Kamois, Rio ou le soleil sauvage de Henri-Joseph Nama 1978, Les brûlures d'Urbindia Moukouri 1978. En une décennie d'existence, le FODIC dont le budget annuel s'élevait à 500 millions de FCFA, aide à la production de 41 films camerounais, ce qui place le Cameroun au 2e rang en Afrique francophone, derrière le Sénégal qui produit 53 films à la même époque. Même si on peut reprocher à ces films d'être majoritairement des courts-métrages, on ne peut s'empêcher de reconnaître que pour un pays africain à peine sorti de la période coloniale, indépendance en 1960, c'était un signe encourageant pour l'avenir de la production cinématographique nationale, le court-métrage ayant fait ses preuves partout ailleurs comme étant avant tout une école d'apprentissage du métier. Cet élan fut malheureusement brisé par la crise économique des années 1980, qui entraîna la fermeture du FODIC et le démembrement complet des structures d'aide à la production cinématographique au Cameroun. 1. Diversité culturelle, Afrique en miniature. Doit-on parler d'un cinéma camerounais alors que le pays rassemble dans son espace géographique les cultures les plus diverses représentatives de la quasi-totalité des cultures et des peuples d'Afrique ? Situé au fond du golfe de Guinée, le Cameroun est à la fois traversé par la zone sahélienne, la savane et la forêt humide et dense. Ces peuples sont, selon les régions, des pasteurs nomades, des éleveurs, de vigoureux cultivateurs sur les flancs des collines de l'ouest, ou même des pygmées au fond des forêts du sud et de l'est. Dans cet espace se côtoient les peuples divers qui ont en commun d'appartenir au même pays. Chaque ethnie se reconnaît et trouve sa place dans cet espace pluriel, creuset d'échanges, de tolérance et d'harmonieuse cohabitation. Par-delà cette diversité réelle, il existe des éléments culturels constitutifs du socle de la nation, sorte de dénominateur commun qui cimente une unité profonde, enfouie dans l'os racine du terroir. Partout au Cameroun, en forêt comme en savane, on vénère les ancêtres. La piété est tournée vers le passé malgré la forte présence des églises chrétiennes, au sud, et de la religion musulmane, au nord. Dans ce pays, l'influence des religions classiques côtoie celle des cultes traditionnels. Au lendemain de l'indépendance, un réseau de villes s'est implanté au Cameroun, Douala, la capitale économique, Yaoundé, la capitale politique, Garoua dans le nord, Bafoussam à l'ouest, Bamenda dans le nord-ouest et Buéa dans le sud-ouest. Et le village rencontrait la ville dans un choc des cultures. La structure sociale traditionnelle était ainsi transformée par les nouveaux comportements liés à l'urbanisation. Chacun se sentait libre, tout se payait, les bidonvilles étaient plus nombreux, les emplois se faisaient de plus en plus rares. La situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, bien au contraire. La population est jeune, surtout en milieu urbain, qui est celui du cinéma, car les premiers réalisateurs camerounais recherchaient leur public parmi les citadins, parmi la jeunesse enthousiaste des villes.
Le réflexe didactique fait que ces premiers réalisateurs ont d'abord cherché à éduquer les masses au lieu de se mettre servilement à la remorque de leur clientèle, comme c'est le cas en Europe et aux États-Unis. Ayant souvent fait de bonnes études à l'étranger et ayant été formés dans les écoles occidentales, ils revenaient pour puiser dans leurs racines les thèmes de leurs films. Choc entre la culture occidentale et africaine, choc entre l'ancien et le nouveau, conflit de génération, etc. Dans cet environnement, le 7e art s'est implanté presque au forceps, imposé par la seule volonté de quelques pionniers. On se serait attendu à ce que les légendes, les épopées de la forêt vierge et des savanes, les contes de fées inspirent les premiers films camerounais. Il n'en a rien été. En l'absence d'un art véritablement figuratif, le cinéma camerounais s'est d'abord voulu documentaire, raconter une histoire simple comme La Grande Case Bamileke, premier film de Jean-Paul Negassa, puis s'est employé à éduquer les masses. 2. La formation des cinéastes camerounais. Pour comprendre ce qui a pu apporter quelques matériaux esthétiques, techniques et thématiques au cinéma camerounais, il faudrait évoquer la littérature orale. Dans ce pays, souvent le soir, au coin du feu, des histoires sont contées, des épopées sont récitées avec une certaine solennité. Les grands-parents rassemblent leur progéniture et leur font des contes à travers lesquels sont véhiculées des valeurs telles l'honnêteté, la bravoure, l'intégrité, au détriment des comportements avilissants comme la fourberie, la lâcheté, le mensonge, etc. Dans la culture du Nord Cameroun où le griot joue encore un rôle important, l'art de bien dire est hautement prisé. Ailleurs, dans le sud et l'ouest Cameroun, beaucoup de fêtes sont marquées par des exhibitions de danse. Les deuils, les veillées funèbres, les mariages, les naissances, les baptêmes et la célébration de la nomination d'un parent à un haut poste de responsabilité dans l'administration sont autant d'occasions d'expression artistique, de danse, de chant, etc. C'est en fait autant de théâtres populaires animés par des professionnels traditionnellement reconnus, qui vont de village en village pour l'animation, en retour d'un plat de riz, de bananes plantains arrosées d'une bière et du vin de palme, et parfois aussi d'un peu d'argent. Il y a à travers ces ballets une histoire, une manière de faire, de vivre, d'envisager la joie, la tristesse, la souffrance et la mort. C'est une philosophie de vie traduite par le plaisir du mouvement, de l'émotion esthétique, de la communion des gestes et des musiques populaires reprises en chœur par les foules présentes. Cette philosophie de vie a inspiré bien des séquences des films camerounais, sans en être le socle, ni le support permanent de sa source d'inspiration. Elle a surtout servi d'école de comédie à quelques acteurs et réalisateurs camerounais, dont Daniel Kamwa, qui a commencé sa carrière par le théâtre populaire avant de passer derrière la caméra. Ainsi, formés au théâtre, certains se sont rendus à l'étranger où ils ont suivi des formations pratiques, services d'information, télévision, comme par exemple Thomas Makoulet. D'autres y ont suivi des stages, Daniel Kamwa au cours Simon et chez Peter Brooks. Il y en a comme Arthur Sibita qui ont une formation universitaire et sont venus au cinéma plus tard. Quelques autres ont suivi la voie royale, des écoles de formation professionnelle au métier du cinéma en France. Beaucoup ont été acteurs et un petit nombre a été formé à Moscou, à Belgrade, à Rome ou au Canada. Ces formations ont-elles exercé une influence déterminante et durable sur la vision du monde des réalisateurs camerounais? Si l'on considère qu'un artiste est toujours le fruit artistique de son environnement et du milieu qui l'entoure, force est de constater que les réalisateurs camerounais ont été à la fois influencés par l'Occident, le souvenir de leur vie en Europe, et le socle, la culture africaine qui les a nourris. La plupart de leurs œuvres expriment cette dichotomie, ce conflit intérieur entre la culture africaine altérée, vernie par la culture occidentale. Leurs œuvres ont été composées soit pour satisfaire le public africain et aller dans le même sens que lui, soit pour s'opposer à lui et le choquer pour le conscientiser. Le public visé par les cinéastes africains est à la fois européen et africain, raison pour laquelle la plupart des films camerounais sont produits en français, langue comprise par l'intelligentsia nationale qui vit en ville et qui côtoie les Européens dans les salles de cinéma. 3. Un pays Babel. Au Cameroun, le problème de la langue se pose avec acuité. Réalisateurs et acteurs sont évidemment des lettrés, la langue française ou anglaise leur est familière.
Si au Sénégal 3 ou 4 langues coexistent et en Côte d'Ivoire une vingtaine, au Cameroun, on en compte une centaine. Pourquoi un cinéaste camerounais se priverait-il d'audience en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, au Bénin ou en Algérie, pour le seul plaisir de faire entendre les dialogues en une langue locale du Cameroun? D'autant que les citadins, qui sont en fait le seul public touché par les films, vivent dans des quartiers cosmopolites. Certains y parlent un français raffiné, d'autres, plus nombreux, parlent une langue véhiculaire quelconque, français de base, français camerounais, pidgin, etc. Nous y reviendrons. 4. Les structures administratives. Le cinéma camerounais a vu le jour grâce à la force de travail des pionniers. Il a par la suite été aidé par quelques structures administratives mises en place par le gouvernement. En 1964, en effet, le gouvernement crée Cameroun Actualité, qui remplace une structure coloniale de production filmique qui existait depuis 1927 et qui avait notamment contribué à la production de films ethnographiques. Progressivement s'installent les structures administratives d'aide à la production, dont notamment la création de la direction de la cinématographie au sein du ministère de l'Information et de la Culture, 1972, le tout culminant à la création du Fonds de développement de l'industrie cinématographique, FODIC, en 1973. Notons que le FODIC n'entrera effectivement en activité qu'en 1977 avec le financement du deuxième long-métrage de Dikong Pipa, Le Prix de la Liberté. Dans le souci de rassembler tous les éléments de production filmique au même endroit et dans un cadre digne de ce nom, le gouvernement entame en 1979 la construction de l'immeuble du cinéma, celui qui abrite actuellement les ministères de la Culture et de la Communication. Tout y était prévu. Ce bâtiment devait en effet abriter la direction de la Cinémathèque, Cameroun Actualité, le FODIC, les services techniques, des salles de montage et des auditoriums ainsi qu'une salle de projection. Grâce au FODIC, le Cameroun était au peloton de tête des pays africains ayant compris que le cinéma était bien plus qu'un art, une activité économique à part entière pouvant générer des recettes par la billetterie et la taxe instaurée sur la projection en salle de films long-métrages. Rappelons brièvement les principales missions assignées par l'État au FODIC. Produire les films cinématographiques camerounais sur financement direct avec le concours d'autres institutions financières, banques, etc. Réaliser les journaux filmés. Améliorer les conditions de distribution et de location des films au Cameroun. Construire et moderniser les salles de cinéma. Octroyer des prêts pour l'équipement des salles de cinéma. Équiper les laboratoires, les auditoriums, les salles de montage. Valoriser le cinéma camerounais, en mettant à sa disposition diverses formes de soutien financier. Grâce aux actions du FODIC, le Cameroun disposait, dans les années 80, de près de 77 salles de cinéma sur l'ensemble du territoire national. Chaque province était dotée d'au moins une salle entièrement équipée, pouvant abriter parfois plus de 500 spectateurs. La subvention de l'État qui était passée de 25 millions en 1977 à 500 millions en 1979, permettra au FODIC d'acquérir un matériel de production à la mesure de ses ambitions, à l'époque, notamment 3 caméras 16 mm, 3 Nagra et ses accessoires, un caméra 35 mm et ses accessoires, un groupe électrogène pour les tournages en dehors des centres urbains. Le FODIC va ainsi participer à la construction de 5 salles de cinéma et à la production de 11 films. 3 films de Dikong Pipa, Le Prix de la Liberté 1978, Histoire drôle, drôle de gens 1982, Canon Capac Koum 1981. 2 films d'Arthur Sibita, Les Coopérants moi 1982, Black Jesus 1983. 2 films d'Alphonse Bény, Anna Makossa 1979, Saint-Voyou 1980. Un film de Daniel Camois, Notre fille 1980. Un film de l'abbé Nama, Ribot ou le soleil sauvage 1978. Un film de Pi-Claude Negoumou, Medzang Betty 1983. Un film de Jules Takam, L'appât du gain 1982. Un film de Jean-Claude Cholen, Suicide 1983. Cette belle envolée du FODIC partie pour faire du Cameroun le premier pays producteur de films au sud du Sahara,
est brutalement stoppé par la double crise économique et le manque subi d'intérêt au cinéma affiché par les autorités administratives. De conflit en conflit, le FODIC est finalement mis à mort et enterré en 1986. 2. Daniel Kamwa. Figure 03 des Kamwa. C'est dans ce contexte de gestation douloureuse de l'art cinématographique au Cameroun que se révéla un cinéaste talentueux et inspiré, Daniel Kamwa. La question s'est posée de savoir quel réalisateur camerounais exprimait au mieux par la richesse thématique et esthétique de son œuvre les préoccupations et les enjeux culturels du Cameroun d'hier et d'aujourd'hui. En présence d'une centaine de films courts et longs métrages produits par les réalisateurs camerounais entre 1963 et 2008, sortis de Massa Assa de Kamwa, en présence de films étapes ayant marqué un tournant dans l'évolution de l'art cinématographique au Cameroun et en Afrique, de productions plébiscitées par le public et qui témoignent de l'état d'esprit d'une époque, d'un fait de culture, une identité culturelle spécifique, en présence des items nouveaux développés par la nouvelle vague, sida, drogue, violence, trafic divers, représentés par la génération intermédiaire, Basek Bakobillo, Jean-Marie Tenot etc., en présence de tous ces films et de leurs créateurs, force est de constater que, traversant les époques et les générations, Daniel Kamwa appartient à la fois à la première et à la dernière génération. Il est le trait d'union, l'élément constant qui scelle l'unité du cinéma camerounais avec sa culture, ses langues et son terroir. Figure 04 des Kamwa et Manu Dibango en 1969. 1. Kamwa et l'identité du cinéma camerounais. Les lendemains de l'indépendance furent marqués en Afrique noire par un vigoureux mouvement de recherche et de reconquête identitaire, de restauration symbolique de la dignité africaine. Les littératures, les arts, les lettres, notamment les romans contribuèrent avec brio à réhabiliter, à revendiquer les bonheurs et les joies de l'identité africaine. Au Cameroun, l'accession à la souveraineté nationale en 1960 se conjugua avec un extraordinaire foisonnement culturel. Ce moment postcolonial fut marqué par la volonté de réorganiser la mémoire collective pour faire vivre sur les écrans du Cameroun envahi par les films occidentaux, une autre histoire, celle du Camerounais, tournée au Cameroun, jouée par les Camerounais. S'il est vrai que les premiers films réalisés par les Camerounais datent des années 60, force est de reconnaître que Pousse Pousse de Daniel Kamwa sorti en 1975 et Munamoto de Dikong Pipa, 1975, marquent la véritable naissance du cinéma camerounais de fiction. Si les écrits avaient jusque-là porté la voix identitaire du Cameroun dans le monde, désormais les images, les voix, les paysages, les décors vont à partir de ces instants rétablir la vérité d'un pays, de ses femmes, de ses hommes, de ses rêves, de ses indicibles espoirs, en rupture avec l'Afrique inventée par la mémoire coloniale occidentale. 1975, année de sortie de Pousse Pousse, est située au cœur d'une période charnière dans l'évolution politique, économique et culturelle du Cameroun. Le Cameroun vivait un virage décisif marqué notamment par la réflexion des intellectuels sur l'identité culturelle camerounaise. Le cinéma contribuait à mieux comprendre cette démarche, ce souci d'identification des faits de culture qui aide à la définition de l'identité culturelle, joli bouquet de fleurs, qui décore notre existence quotidienne, mais qui nous est devenu si familier que nous avons tendance à l'ignorer alors qu'il fonde notre être profond. Culture riche, diversifiée, qui va de l'art culinaire au mode d'habitat, des habitudes vestimentaires à l'organisation sociale traditionnelle et qui fonde l'existence communautaire au sein des différentes ethnies qui composent le puzzle camerounais. Si la littérature, la radio, les articles de presse avaient exprimé à loisir ce foisonnement identitaire, le cinéma, puissant outil de médiation iconique, n'avait pas encore investi ce champ et donné par la pleine mesure de son talent spécifique sa contribution à ce bouillon. En 1975, les films de Daniel Kamwa, Pousse Pousse et de Dikong Pipa, Munamoto, arrivaient à point nommé pour répondre à l'appel du terroir et faire en sorte qu'on découvre le Cameroun en vrai à l'écran, et que chaque culture ethnique constitue un maillon nécessaire du complexe culturel collectif du Cameroun profond. Cette éclosion du cinéma camerounais par ces deux longs métrages donna un coup de fouet à la production nationale. À cette époque, le Cameroun apparaissait en Afrique comme un modèle en matière d'organisation cinématographique.
Appartenant à la fois à la première et à la dernière génération, Daniel Kamois est le trait d'union, l'élément constant qui scelle l'unité du cinéma camerounais depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Ses films définissent cette identité et traduisent parfaitement ses mutations, ses doutes, ses hésitations et ses difficultés de toutes sortes. En effet, en dehors des romans et dans une moindre mesure de quelques pièces de théâtre qui racontent le Cameroun, nulle part ailleurs que dans les films de Daniel Kamois, on retrouve enregistré par l'œil de la caméra, la manière de vivre, d'être, de se comporter, de parler, d'agir qui est le reflet évident de l'héritage culturel du Cameroun profond. C'est dans ces films qu'on retrouve, repris à l'écran, les thèmes du divorce, du conflit de génération, du conflit interne qui fait rage chez les jeunes de 20 à 30 ans, entre leur identité culturelle africaine et les valeurs étrangères acquises à l'école et en milieu urbain. Figure 05 Une scène de Boubou Cravate. 2. L'homme et l'œuvre. Né à Nekong Samba le 14 avril 1943, Daniel Kamois qui vit à Paris fait partie de cette catégorie des cinéastes contraints de vivre à l'étranger pour exprimer pleinement leur talent. Comédien, réalisateur, scénariste, il appartient à la grande lignée des auteurs-réalisateurs, hommes orchestres qui portent seuls leurs projets de film. Il commence sa carrière en tant qu'acteur au théâtre. Artiste au sens complet et authentique du terme, Kamois a suivi des cours d'art dramatique au Centre international de la recherche théâtrale Peter Brooks, puis au cours Simon et à l'Actors Studio. Il est également diplômé de l'Académie internationale de la danse, où il a suivi une formation de danseur. Désirant exprimer l'identité culturelle de son pays d'origine, Daniel Kamois passe derrière la caméra et devient l'un des pionniers du cinéma de fiction au Cameroun. 3. L'homme de théâtre. Venu au cinéma par le théâtre, Daniel Kamois a suivi dès 1966 une formation de comédien et il a joué divers rôles dans plusieurs pièces de théâtre en France, en Belgique, en Italie, en Iran, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Il a aussi prêté sa voix au doublage des films. En tant qu'acteur et metteur en scène au théâtre, il a joué dans de nombreuses pièces dont voici les principales. Une saison au Congo, mise en scène de Jean-Marie Serrault. Le marchand de Venise. Le manège, avec Marpé Sadoun. Un garçon de la bande, avec Gérard Depardieu. Ciel, où sont passées les dates de tes oasis, avec Roger Hanin. Madame, de Rémo Forlamy. Le testament des chiens. Dame Souris, êtes-vous là? Les voisins. Orga, mise en scène de Peter Brooks en Iran. 4. L'homme de cinéma. Lors du concours lancé par le FESTAC, Festival des Arts Nègres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.